Bienvenue sur Liberty UA. Aujourd'hui, nous sommes avec Léon Weinstein, auteur et blogueur. Bienvenue à vous. Léon, bonjour Tania. J'attends toujours avec impatience de vous rencontrer, mais après chaque rencontre avec vous, je suis déçue. Vous savez, parce qu'il n'y a jamais de nouvelles positives ou bonnes. On aimerait toujours que vous nous donniez de l'énergie positive, que la guerre se termine, que nous, les Américains, sommes avec vous et que nous vous aiderons, que Trump ne parte nulle part, que vous donniez de l'argent pour l'énergie, et voilà, et que votre vie s'améliore. Maintenant, nous nous inquiétons qu'il ne nous manque plus qu'une guerre nucléaire, parce que nous savons qu'il y a eu un certain conflit entre Loukachenko et Zelensky, mais il semble que Loukachenko soit un président qui ne veut la guerre sous aucun prétexte. Il ne veut absolument pas cela. Il veut qu'il y ait la paix. Il a rencontré Xi, Loukachenko a rencontré Poutine. À votre avis, à quoi mèneront ces rencontres? Est-il possible qu'il y ait une influence quelconque en faveur de la paix en Ukraine? Eh bien voilà, après-demain, il y aura la paix en Ukraine, nous allons vous donner beaucoup d'argent, Trump ne partira nulle part, tout ira très bien, dès le matin d'après-demain, à partir de 9h, 7 minutes. Les sous-titres, c'est ce que nous aimerions, mais il en sera autrement. Eh bien vous savez, pour l'instant, rien n'a changé. Une énorme erreur politique a été commise par l'Ukraine, à savoir que l'Ukraine a ouvert, pour ainsi dire, la boîte de Pandore en déclarant qu'elle allait bombarder son voisin. Parce qu'il fournit des services et ces services aident la Russie dans la guerre. Et en quoi cela a-t-il ouvert une possibilité? Cela a permis à Poutine de menacer tous les pays qui aident l'Ukraine. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, si tu aides l'Ukraine, tu deviens, comme on dit chez nous, une cible légitime, c'est-à-dire une cible absolument légitime. Pour qu'on t'attaque, qu'on te fasse exploser, qu'on arrête tes navires, qu'on capture tes, je ne sais pas, commandants, chefs militaires, et ainsi de suite. C'est une erreur impardonnable. Et il a dit ça le 19. On ne sait pas, c'est-à-dire qu'on pensait, honnêtement, qu'il avait juste lâché ça, non? Eh bien, ça arrive à tout le monde, nous sommes tous humains, quand quelqu'un parle beaucoup, de temps en temps il dit quelque chose qui n'était pas vraiment ce qu'il voulait dire. Mais c'est pour ça qu'il y a les démentis du ministère, enfin disons du ministère des Affaires étrangères, qui disent qu'en fait il a dit noir, mais en réalité il voulait dire vert à rayures. D'accord, tout le monde comprend ça. 2 jours plus tard, le 21, il a répété exactement la même chose. C'est-à-dire, encore une fois, comme on dit chez nous, il a doublé la mise, n'est-ce pas? Pourquoi, dans quel but, c'est absolument incompréhensible parce que, eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Voulait-il vraiment tirer sur le territoire d'un État voisin qui, depuis 4 ans, résiste en réalité à Poutine et à son désir de légaliser, pour ainsi dire, d'organiser et de légaliser la guerre? Entre l'Ukraine et la Biélorussie, là-bas, je ne sais pas à quel point l'armée biélorusse est grande et sérieuse, mais pourquoi encore, là, 50 000 ou 100 000 personnes iraient tirer sur les Ukrainiens? C'est encore presque, à mon avis, 800 000, je n'ai pas vérifié, mais là, à vue d'œil, il y a environ 1000 kilomètres de front. Que tu le veuilles ou non, tu dois retirer des gens ailleurs. Maintenant, il y en a tellement que ça déborde. Après cela, eh bien, naturellement, tout le monde s'est agité, tout le monde a eu peur, parce que, eh bien, la plupart des gens sur Terre n'aiment pas quand il y a la guerre quelque part. Oui. Là-bas, en Ouganda, tout le monde se fiche de ce qui se passe en Ukraine, tout comme en Ukraine, tout le monde se fiche de ce qui se passe en Tanzanie. Enfin, peu importe, non, mais pour ceux qui sont un peu plus proches, personne ne veut ça, je parle des gens. Et les dirigeants ont toujours des jeux auxquels ils jouent, n'est-ce pas? Mais ils jouent à des jeux selon certaines de leurs propres règles, peut-être non écrites, mais quand même des règles, n'est-ce pas? Très souvent, les règles sont idiotes, comme « n'enlève pas le dirigeant d'un autre pays ». Trump a dit « règle idiote ». Il a enlevé Maduro, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans ce sens, je suis tout à fait d'accord avec lui. La règle est idiote, qui a dit qu'on ne pouvait pas enlever Maduro, n'est-ce pas? Qui l'a dit? Eh bien, on l'a enlevé. Zelensky n'a pas été enlevé, on ne sait pas. Peut-être que ça aurait été... Ce n'est pas simple non plus. Peut-être que Maduro était nécessaire à quelqu'un. Mais Zelensky, non. Et celui-là, il s'est avéré que personne n'en avait besoin, oui. Bon, je plaisante, bien sûr. Eh bien, ce qu'il s'est passé avec Maduro, c'est qu'on voulait juste faire peur, et que ce ne soit pas Maduro mais quelqu'un d'autre. Pratiquement rien n'a changé, à part qu'ils ont commencé à vendre leur pétrole à travers nous. Voilà tout. Nous, on n'en retire rien. Nous contrôlons juste le flux de pétrole. Eux, ils gagnent environ 15 à 20% de plus.
car ils n'ont plus à le vendre sous le manteau, du pétrole soi-disant désanctionné. Donc, comme on dit, c'est tout à fait clair. Et à tous ceux qui écriront sous notre vidéo, mais qu'en est-il des accords internationaux? Je dirais, et alors, qu'est-ce que ça change? 20 salauds se sont réunis, ce ne sont que des salauds, et ils ont rédigé un accord qui leur convenait pour qu'on ne les enlève pas. Pour qu'ils restent tranquilles et fassent depuis leur pays tout ce qu'ils veulent, en étendant leurs tentacules dans d'autres pays ou avec leur propre peuple, etc. Mais ne nous touchez pas. Eh bien, ils ont écrit ça, pourquoi devrais-je obéir à leurs règles idiotes et tout le reste, n'est-ce pas? Agissez de façon humaine, n'introduisez pas de drogue chez nous, et nous ne vous enlèverons pas. Voilà tout. C'est très simple. Donc on peut envoyer de la drogue dans un pays, mais on ne peut pas venir chercher cette personne dans notre pays. Bon, on s'est éloigné de l'Ukraine. Donc je réponds à votre question en toute responsabilité. En fait, rien n'a changé du tout au cours de la dernière semaine, à part un peu d'agitation. La Chine a confirmé qu'il ne voulait pas que des bombes atomiques explosent. Il ne le voulait non pas. Lyubov. La Chine, pourquoi voudrait-il que des bombes atomiques explosent? Ils se portent déjà bien comme ça. Lyubov, des milliards, des millions. Il est probable qu'elles explosent. Est-ce que c'est proche de la vérité? Non? Non, non, non. Ce ne sont que des idiots qui gesticulent là-bas avec leurs bras. Et ils ont eu peur de ça. Et ils pourraient lancer une bombe atomique. Mais il n'y en a pas d'autre. Mais Dieu merci, c'est-à-dire Dieu merci. Beaucoup diront que c'est parce qu'il n'y avait pas de bombe atomique en Ukraine, pour ainsi dire, que cette guerre a eu lieu. Je ne suis encore une fois pas totalement sûr. D'accord? Soutenons cette légende. Mais d'une certaine manière, c'est bien que les gars de la ruelle, que Poutine, oui, et que les gars qui jouent dans du piano avec leur sexe, Je n'ai rien contre ça. C'était très drôle. C'était un épisode amusant, n'est-ce pas? Comme on dit, et moi-même j'ai passé de nombreuses années sur scène, j'ai fait rire le public pendant des années. C'est-à-dire, quand tu veux que le public rie, tu es prêt à sortir n'importe quoi pour jouer du piano. N'est-ce pas? Mais la psychologie, elle est différente. Différente. Je ne dirige pas l'État car ma psychologie est différente. L'essentiel pour moi, c'est que les gens rient ou soient heureux ou sautent de joie. Mais un dirigeant de l'État doit adopter une autre approche, une autre attitude. Il faut réfléchir. Encore une fois, quand je jouais au KVN, la première chose qu'on nous apprenait, c'était, avant même de penser, parle. D'abord, je parlais en me demandant comment c'était possible. Parle d'abord, tu réfléchiras après. L'essentiel, c'est de parler tout de suite. Mais malheureusement, j'ai appris ça pour le reste de ma vie. Maintenant, quand on me pose une question, je parle d'abord et je réfléchis après. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas me mettre à la tête de l'État. Parce que je parle avant d'avoir réfléchi. Le chef de l'État doit d'abord réfléchir, puis parler. Alors, pour conclure sur cette question. Donc personne ne donnera beaucoup d'argent. Ils ont alloué 90 milliards juste pour voler. Bon, ça suffit les gars, on a assez pour voler pendant 5 ans, non? Voilà, autrement dit, vous aurez encore 4 ou 5 ans de guerre, jusqu'à ce qu'ils aient volé ces 90 milliards. Peut-être qu'ils enverront encore un peu d'argent, et la guerre continuera. Elle cessera seulement quand on arrêtera de vous en donner. Vous accepterez quelque chose et la guerre finira. Elle cessera quand il sera plus avantageux pour la Russie d'arrêter que de continuer. Pour l'instant, faire la guerre lui profite beaucoup. Ils ont leurs propres affaires, leurs propres règlements de compte là-bas. Et arrêter la guerre n'est pas bon pour eux. En tout, il faudrait rapatrier environ 700 000 personnes, 200 000 combattants les autres soutiennent. Il faudrait donc rapatrier environ 700 000 personnes incluant l'armée et son personnel, n'est-ce pas? Il faudrait les retirer du travail, stopper la production et les réintégrer, mais aucun emploi n'est disponible. Voilà 700 000 personnes dont la moitié a goûté au sang, sait manier les armes et est très nerveuse. Ils sont utiles à ceux qui veulent redistribuer, prendre pour l'armée et garder pour eux, n'est-ce pas? Et ça va commencer 20 fois pire que ce qui s'est passé après leur retour d'Afghanistan. Voilà, c'est-à-dire c'est une horreur pour le pouvoir, quand tout à coup se forme 1 million, presque 1 million de personnes qui sont prêtes à tout. Oui, n'importe quel criminel, des gens à qui on a appris à commettre des crimes. C'est pourquoi, pour l'instant, je ne vois aucun avantage ni pour Zelensky et sa bande à arrêter la guerre, ni pour Poutine, ni pour sa bande à arrêter la guerre. 2 bandes dirigent l'État. Cela suggère qu'ailleurs, ce ne sont pas toujours des bandes, mais souvent oui. Voilà, ils prennent le pouvoir, ils se battent, ils avancent ensemble, ils sont là-bas pour ainsi dire, oui. Ce sont juste 2 bandes différentes qui ne veulent absolument pas arrêter les hostilités. Alors, de quelle cessation des hostilités parlez-vous?
Je vous dis la même chose tous les jours, à chacune de nos rencontres. Les gens veulent, les gens souffrent. Voilà, je continue à vous le répéter et c'est tout. Toujours la même chose. Je pense que ça commence aussi à vous agacer. Mais les gens restent silencieux. Oui, les gens restent silencieux et ils l'ont toujours été, comme l'ont écrit et chanté, pour ainsi dire, les grands hommes. Oui. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un moment où les gens, dans le sens où vous l'entendez, c'est-à-dire le peuple, prenaient des décisions. Le peuple peut être organisé par certains fonds ou par des organisations qui veulent évincer cette bande, c'est-à-dire une autre bande, n'est-ce pas? Voilà. Et d'aucune autre manière, le peuple ne peut influencer quoi que ce soit. C'est pourquoi je comprends. Ça m'agace? Non, ça ne m'agace pas. J'ai compris que ce n'est pas de la naïveté, juste un désir. Vous en avez envie, non? Un enfant de 5 ans veut des feuilles jaunes, mais elles sont vertes. Mais il en a envie, il pleure, il tape des pieds. Je pense vraiment que nous avons le droit de vivre comme des gens normaux dans tous les pays. Les gens se réveillent tranquillement le matin. Vous vous trompez complètement. Non. Qu'entendez-vous par des gens normaux dans tous les pays? Ou donc c'est intéressant, y aura-t-il des gens normaux dans tous les pays? Par exemple, je vis à l'étranger et je ne dirais pas que c'est facile pour moi. Non, c'est difficile, je travaille, je suis fatiguée. Mais c'est une autre vie. Je peux sortir tranquillement alors qu'en Ukraine, un homme ne peut pas. Ah, c'est-à-dire, dans le sens où les bombes ne tombent pas. Vous savez, j'ai vécu en Israël de 73 à 84 sans partir, sauf pour les vacances, n'est-ce pas? Dès 84, j'ai voyagé et monté des spectacles à New York, en Europe, un peu partout. Voilà, j'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé ici et là. Eh bien, il se trouve que j'ai déménagé parce que, l'offre ici était trop belle pour la refuser, et ainsi de suite. Donc, pendant tout ce temps où j'ai vécu en Israël, ça faisait 11 ans, là-bas, les bombes tombaient sans arrêt. Non-stop. Oui, la différence, c'est que chez vous, c'est très intense, et ça vise les grandes villes. En Israël, c'est moins intense, et ça touche les villes frontalières. C'est-à-dire qu'on pouvait partir de là-bas et aller dans des grandes villes, non? Mais bon, qui quitte vraiment sa maison et tout ça, ce genre de choses? En fait, il y a des pays ou des peuples pour qui, à un certain moment, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Et malheureusement, pour finir, commencer une guerre, c'est très facile, vraiment très facile. Mettre fin à une guerre, c'est incroyablement difficile, comme des travaux de rénovation. Vous savez, quand on commence des travaux, il est impossible de les terminer, n'est-ce pas? Il faut aller vers la gauche. Merci, c'est fini. Moi aussi, j'ai fait des travaux seul chez moi. J'essayais de les commencer, ça ne marchait pas, puis je finissais. L'argent arrivait, l'argent s'épuisait. Merci, vers la gauche. L'argent ne s'épuise pas. Quand vous manquez d'argent, ceux qui veulent que vous continuiez à vous battre vous en donnent juste assez pour poursuivre, mais jamais assez pour gagner. Pourquoi voudrions-nous que vous gagniez? Ils ont besoin que vous continuiez à vous battre, tout comme la direction de votre pays souhaite poursuivre la guerre. En fait, il n'y a vraiment personne sur cette terre, vous voyez, à part un fourou comme ça, à Washington, qui pour une raison quelconque veut que la guerre là-bas s'arrête. Je sais pourquoi, mais ce n'est pas du tout parce qu'il est bon ou quoi que ce soit d'autre. Il a simplement une autre vision du monde et une autre vision de la vie, qui coïncide actuellement avec celle de votre peuple, mais pas avec celle de vos dirigeants. Oui, et vous dites que les gens vivent sous les bombes, alors que nous pourrions ne pas vivre sous elles. Vous comprenez, ce n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas condamnés. Nous aurions la possibilité de ne pas vivre sous les bombes. Nous avons de tels voisins et alors, il faut quand même chercher des solutions. Nous ne pouvons pas les faire disparaître et nous ne pouvons pas tous mourir simplement parce que nous avons un tel voisin. J'aimerais que nous prenions d'autres décisions dans l'intérêt du peuple, ou que le peuple les prenne lui-même. Vous voyez, le peuple a pris des décisions depuis 1990. Nous nous sommes séparés de l'Union soviétique et avons commencé à décider par nous-mêmes. Je ne me souviens d'aucune décision populaire de ce vote, oui, qui aurait été au moins, disons, raisonnable. Pour l'instant, il n'y en a pas eu, mais il y en aura peut-être. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Vous savez, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup plu. La première, c'est que même une montre cassée donne l'heure juste 2 fois par jour, n'est-ce pas? Vérifiez-le, d'accord? Oui, allons-y, vérifions. Voilà. C'est à ce moment-là que cela peut arriver, comme une horloge cassée indiquant parfois la bonne heure. La deuxième option est la suivante. Quelqu'un a dit que si on donnait à un singe 3 milliards d'années et des lettres, il finirait par écrire « Guerre et paix » de Tolstoï. Je n'y crois pas, mais on dit que les parallèles et les droites se croisent pour quelque part. Là-bas, très loin. Chez nous non, mais chez eux, là-bas oui. Alors, si c'est vrai, cela veut dire que le peuple ukrainien, un jour, dans 3 millions d'années, prendra enfin la bonne décision.
Zelensky a rencontré Boudanov et Zaloujny ensemble. On dit que c'était pour faire des paris gagnants sur les élections. Cette rencontre était mystérieuse, on n'en sait rien. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a, selon vous, une demande du peuple ukrainien pour que le prochain président soit absolument un militaire, un général, un homme de l'armée. Avons-nous une telle demande? Pourquoi Zelensky a-t-il rencontré un militaire et non un homme d'affaires? Non, vous venez juste d'apprendre qu'il y a eu une rencontre avec un homme d'affaires. Ce trio connaîtra donc, évidemment, des permutations. Une permutation, cela ne veut pas dire que tout va changer. Ce sont là où les personnes qui seront au sommet qui vont changer. Et ces 3 personnes, elles représentent vraiment cette hydre, cette créature à 3 têtes, je ne sais pas, cette triple tête-là. À 3 têtes. Qui va changer de tête pour que rien ne change? Je pense que oui, c'est lui, Boudanov, un candidat possible, à mon avis, Zaloujny aussi peut-être, un candidat. Et si Zelensky n'arrive pas à rester en place, alors cela veut dire qu'il y a eu des accords, si je comprends bien, du genre « Ne me touche pas, je te donnerai la moitié de ce que j'ai, si tu es là, oui, mais ne touche surtout pas à l'autre moitié ». Eh bien, comme Poutine avec tous les autres gars, quand en 1999 ils l'ont amené de Saint-Pétersbourg avec cette idée, eh bien il n'était pas seul, il y avait encore quelques personnes, au moins une avec qui nous avons mené des négociations. Qu'est-ce qui se passera si tu deviens président ? Et Poutine les a convaincus, donc ils ont cru qu'il était un homme honnête et qu'il ne toucherait pas à la moitié de l'argent qu'ils allaient lui donner et que l'autre moitié, eh bien, il la leur laisserait. Il a honnêtement laissé, sans attaquer la famille Eltsine ni les autres. Je pense que c'est ce fameux accord, ce qu'on appelle un arrangement, où si, disons, on te prend, alors tu me laisses ceci et cela là-bas. Et si c'est toi, alors tu me laisses cela. Pourquoi, selon vous, des gens fatigués par la guerre, par les bombardements de roquettes, la mobilisation, les rafles de mobilisation, pourraient-ils ne choisir que ces personnes qui sont des militaires? Et s'ils sont militaires, cela signifie automatiquement qu'on doit se dire qu'il faut se préparer à la guerre, être toujours prêt à la guerre. Et ils disent qu'il faut récupérer ces territoires. D'autres disent qu'il faut en défendre certains. Et donc, c'est une attente permanente de la guerre avec eux. Pourquoi y a-t-il une telle demande en leur faveur? Non, vous n'avez pas de demande pour cela. Vous aspirez à autre chose, à un ciel paisible. Vous cherchez quelqu'un qui nous garantira un ciel paisible. Et en même temps, il y a un petit pourcentage, si je comprends bien, de personnes qui sont encore infectées par l'idée « nous préférons tous mourir plutôt que de céder un seul pouce de terre ». D'habitude, cela sonne ainsi, que tous vos enfants meurent jusqu'au dernier de vos enfants. Nous défendrons notre terre, mais quand nous verrons que c'est impossible, nous irons rejoindre mes enfants qui sont à Londres, vivre dans la maison que j'ai achetée il y a longtemps, et j'ai aussi de l'argent à la banque. Voilà. Ou alors à Washington ou ailleurs. C'est-à-dire, eh bien, certains iront là-bas, d'autres, les personnes d'origine juive, iront probablement en Israël, d'autres encore ailleurs. C'est-à-dire que les gens se sont préparés des portes de sortie et, disons, ils agissent ainsi. Et la demande du peuple, en réalité, c'est d'arrêter tout ça. Je serais très surpris si, en sortant vraiment dans la rue, et si les gens n'ont pas peur de répondre, si on leur demande, je suis presque sûr que 8 sur 10 diront « qu'importe, peu importe avec quoi, l'essentiel c'est que ça ne tire plus, que ça ne tombe plus, que nous ne mourions plus, que nous ne périssions plus. Je veux vivre une vie normale, et que cette vie soit limitée, qu'elle soit délimitée par la rivière Donetsk ou par la rivière Schmoudetz, franchement ça m'est complètement égal maintenant. Pour moi, l'essentiel aujourd'hui est de savoir que demain, là-bas, on ne m'attaquera plus. Voilà les 2 choses qui les intéressent. Survivre maintenant et s'assurer quelques années de vie normale, pour que les proches qui sont partis puissent revenir. Pour que l'argent qui ira en Ukraine, si l'Ukraine a des lois normales, une frontière normale, une prise en charge normale, 5-10 ans sans guerre. Ce qu'on peut faire, bien sûr, sinon l'argent ira là-bas, parce qu'il faut reconstruire, il y a beaucoup d'argent à gagner, construire de nouvelles usines, donc concurrencer l'Allemagne, la France, l'Italie. Ces pays ne le veulent pas, c'est pourquoi on essaie de vous entraîner dans l'Union européenne pour que vous ne deveniez pas leurs concurrents. Dès que vous êtes dans l'Union européenne, vous ne concurrencez plus personne, vous obéissez maintenant, vous vous soumettez. Mais qui va vous laisser faire? Il voudrait bien, mais qui le lui permettra? Il y avait une vieille blague comme ça.
Autrement dit, une fois dans l'Union européenne, l'argent servira uniquement à reconstruire les logements et on vous expliquera comment on prend soin de vous. Nous vous donnons de l'argent. Si vous restez vraiment indépendant sans rejoindre l'Union européenne, d'importantes sommes iront à la reconstruction de l'industrie. Pour que ces 100 millions de personnes, c'est la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, l'Ukraine et ainsi de suite. Et ainsi de suite, c'est-à-dire un vivier de personnes hautement éduquées, capables d'apprendre, connaissant l'informatique, parlant des langues, ayant un certain sens des affaires, prêtes, pour ainsi dire, à travailler pour de l'argent, comme on dit. Et à bien travailler. Ces personnes vont facilement les dépasser. Toutes ces nations dont je viens de parler vont commencer à devenir leurs concurrentes. Et en plus, ils n'ont pas besoin de nourrir un si grand nombre de personnes âgées qu'ils ont mises pour à la retraite à partir de 50, 55 ans, ou 60 ans dans le meilleur des cas. Sinon, ils ne travaillent plus du tout. Oui, ils ont instauré des aides sociales, mais ne savent plus quoi en faire. Ils ont aussi fait venir des Noirs et des musulmans pour qu'ils travaillent, mais eux refusent et disent « Vous nous avez amenés, à vous de nous nourrir ». Au lieu d'élargir la base des travailleurs, ils ont élargi celle des bouches à nourrir. C'est pourquoi ils vivent un cauchemar. Et si Dieu nous en préserve, l'Ukraine renaît de ses cendres, comme disait Poutine, alors ce sera la fin de l'Europe de l'Ouest. Il y aura une révolution. Regardez l'Angleterre, la révolution y a déjà commencé. 1150 personnes ont été élues dans les organes locaux d'autogestion, par un parti qui n'a que 4 sièges au Parlement, c'est-à-dire un parti que personne ne remarquait. N'est-ce pas ? Il me semble qu'aux élections locales, ils ont obtenu 1/3 des voix dans tout le pays. C'est-à-dire là-bas, c'est carrément une révolution. Donc ce sera exactement la même chose ici. Ils en ont une peur folle, parce qu'aussitôt qu'on élira ceux-là, eh bien ils vont commencer, comme le fait Trump, à vérifier les comptes. Les gars, vous avez reçu 100 milliards de dollars. Où sont-ils passés ? Hop là. Oui, ça veut dire qu'on ne va pas seulement me retirer ma source, mais aussi ma source de revenus. On va aussi m'enlever ma liberté maintenant. Oui, et mes enfants ne recevront plus, en sortant de l'université, tout de suite 3 emplois à 300 000 euros, chacun 1 million par mois. Et pourquoi ils reçoivent ça ? Et le président Obama ne recevra plus 28, 30, 38 millions de dollars comme avance pour un livre. Le même jour, sa femme touchera 38 millions de dollars d'avance pour un livre que personne n'a vu, lu ou lira. Quelqu'un leur a donné cet argent. Pourquoi, n'est-ce pas ? 38 plus 38, puis 12 millions de HBO pour soi-disant produire des films. Mais quels films ont-ils fait ? Savent-ils produire ? C'est du n'importe quoi, non ? 100 millions de dollars ont été offerts aux Obama en 6 mois après leur départ, gratuitement. N'est-ce pas ? Eh ben dis donc. Et pour Clinton, dès qu'ils ont quitté, comme on dit, leur travail, eh bien la première chose, c'était aussi environ 100 millions de dollars. C'est leur tarif en quelque sorte. Fais-nous 10 milliards et on te donne 100 millions personnellement. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié exactement. Voilà, donc les vôtres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas différents des autres. Comme en Europe, ils ne se distinguent en rien. Regardez ce fameux chat qu'on a enfin commencé à dévoiler maintenant. Oui, qui a participé ? Qui a participé ? Les dirigeants de tous les grands pays puissants de l'Union européenne y ont participé, plus madame, qui, disons, tirait les ficelles en coulisses, qui a été introduite dans le club et plus qui d'autre. Pourquoi donc ? Pourquoi Zelensky ? Pourquoi Zelensky ? Eh bien parce que c'est là que l'argent allait. Car c'est là que l'argent était redistribué. Personne ne permettra d'arrêter une guerre. De quoi parlez-vous ? Quelle était la mission de ce chat ? Comment ? Pourquoi ? Quel était le but de sa création ? Comment, selon vous, il fonctionnait pour calomnier Trump ? Et agir quand Trump s'est exprimé pour savoir quoi dire, à qui, comment agir, à qui parler calmement, à qui parler moins calmement, ou bien ce chat avait-il une autre mission ? Vous savez, s'il n'y avait pas eu Zelensky, oui, j'aurais dit cela. Absolument légitime, absolument, c'est-à-dire vraiment légitime, en créant n'importe quel chat, oui, mais dans ce cas, ne déclarez pas que vous êtes absolument transparent. Tout document, chat ou correspondance, vous pourrez les consulter à tout moment. Oui, c'est l'un ou l'autre. Soit tu le dis et alors tu agis ainsi, soit tu ne le dis pas et alors tu fais comme tu veux. Comme, en principe, un diplomate. Mais on ne peut pas tout avoir. Sortir, mais encore une fois, ne dis pas alors que n'importe lequel de mes documents.
Si le chat avait été créé simplement par les dirigeants de ces États avec Ursula, ce serait simplement une communication normale entre les dirigeants de grands États. Sur le sujet, écoutez, là-bas encore à l'étranger, il s'est passé quelque chose. Réfléchissons à la façon dont nous allons réagir à cela. C'est une démarche tout à fait normale, non ? Mais si quelqu'un là-bas est avec Zelensky à l'intérieur, alors ça cesse d'être cela. C'est-à-dire que ça cesse d'être quelque chose, parce que Zelensky, il reçoit, il ne donne pas. Donc ça commence tout de suite, c'est-à-dire que ça a un rapport avec la guerre en Ukraine. Et que se passe-t-il en Ukraine ? Et cela commence à changer, d'autant qu'ils se battent pour, Dieu nous en garde, ne rien céder, pour que personne ne sache ce qui s'est dit ou de quoi ils ont parlé là-bas. J'imagine ce qu'ils ont dit. Ils sont prêts à se battre jusqu'à la mort pour que Trump ne l'apprenne surtout pas. Pourquoi Trump ? Parce que j'imagine ce qu'ils ont dit là-bas à propos de Trump. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il est clair que ce chat a été créé pour manœuvrer. De cette façon, ils peuvent envoyer le plus d'argent possible à l'Ukraine pour poursuivre leurs propres objectifs. Mais de façon à ce que personne ne s'en rende compte, que ce soit en Amérique, peut-être le peuple ukrainien, ou peut-être quelqu'un d'autre, qu'ils le font de cette manière, en jouant la comédie. Par exemple, l'un joue le rôle d'ami de Trump, Mélanie, comment elle s'appelle déjà, oui. Un autre joue le rôle de celui qui est, au contraire, le plus offensif, là, Macron, quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tout cela était joué, tout cela était discuté, tout cela était convenu, les rôles étaient répartis, bon flic, mauvais flic, ça ressemble à ce qui se passe là-bas. Oui. Et ils ont aussi échangé leurs avis sur le fait qu'il soit un idiot, un salaud, un fils de pute ou autre. Peut-être qu'ils disaient aussi, ce type-là, il nous a eu, on dirait. Allez les gars, débrouillez-vous avec cette situation. Nous ignorions ce qui se passait là-bas, ils étaient certains que rien ne sortirait. Mais c'est sorti, tout finit par sortir, ou en tout cas, tout peut sortir. Mon premier partenaire à Los Angeles, en Amérique, pour, disons, mes différentes affaires, eh bien, il se trouve que c'est, comme on dit, un self-made man, c'est-à-dire un homme qui s'est fait tout seul. À partir de rien, à 6 ans, il avait 6 ans quand il a commencé son entreprise. Il volait des fleurs chez les voisins, puis tentait de les leur vendre. Voilà. Eh bien, il s'est fait gronder par son père, par Maurice, que j'ai connu d'ailleurs quand son père avait 100 ans, je le connaissais. Son père me racontait, il disait « Je lui ai donné une bonne correction ». Voilà, mais je parle de son intelligence, oui, voilà, son père vendait des climatiseurs, et lui, il était milliardaire. On avait un business ensemble, et il me dit « Maintenant qu'on a une société commune, mon nom s'attache au tien, j'ai une demande à te faire. » Je lui demande laquelle. Il dit « Faisons en sorte que, quoi que tu fasses, si jamais ça se retrouve en première page du journal, dans notre cas le Los Angeles Times, parce qu'on vit à Los Angeles. » Pour que je n'aie pas à courir, à me cacher et, comme on dit, à me terrer sous terre. Il dit, voilà, tout ce que tu fais, vérifie si ça pourrait se retrouver en première page du journal Los Angeles Times. Et je le comprends très bien, c'est-à-dire, pourquoi aurait-il besoin de risquer sa réputation, sa propre réputation, n'est-ce pas ? Et là, il pensait-on clairement que, il ne se retrouverait, j'en croirais jamais, en première page du journal Los Angeles Times, peu importe ce qu'ils écrivaient en là-bas. Eh bien, il leur fallait quelqu'un, disons, à prendre pour un idiot, mais qui, ce n'est pas clair. Et on ne comprend pas pourquoi ils allaient voir Trump. Ils ont créé une coalition de volontaires. Là-bas, ils proposaient ceci, cela, en réalité, pour cette guerre. Pourquoi n'ont-ils pas fait ce dont ils parlaient avec Trump ? Roussula disait qu'ils n'achèteraient que du pétrole à Trump. Il y avait un tel accord, ils ont besoin que la guerre continue parce qu'il faut épuiser la Russie. S'ils n'achetaient pas de pétrole là-bas, elle s'épuiserait probablement économiquement. Pourquoi ne pas simplement acheter du pétrole au pays leader mondial dans ce domaine et ainsi épuiser la Russie au lieu de tout ce bavardage ? Je vous rappelle que le dirigeant allemand, dès qu'il a quitté ses fonctions, est allé travailler où ? Il est allé travailler en Russie. Pour beaucoup d'argent. Je m'imagine que bien avant qu'il quitte son poste de chancelier allemand, il savait déjà qu'il allait travailler là-bas. Donc, les gens qui sont là-haut, on pense qu'ils sont super puissants. Pas du tout, ils ne sont pas puissants. La plupart d'entre eux, peut-être qu'ils ne sont pas pauvres selon notre compréhension, mais ce ne sont pas des gens riches.
Ils traînent avec des gens riches et tant qu'ils sont au pouvoir, ils traînent dans des palais et le champagne coule à flot. Dès qu'ils quittent le pouvoir, au mieux ils deviennent professeurs. Ils prennent la poussière, n'est-ce pas? Ou alors ils deviennent correspondants dans un studio ou une station de télévision quelconque. Et après quoi? Oui, bon, ils donnent quelques conférences, mais ce n'est pas comme Clinton, à qui la Russie fait venir, il reste une demi-heure, on lui paie 500 000 en liquide, il repart après avoir dit bonjour, et on le paie pour ça. On ne sait même pas pourquoi, n'est-ce pas? Aucun d'entre eux n'est payé comme ça. Ce ne sont pas des personnalités de ce niveau. Clinton, lui, a fait quelque chose pour mériter un demi-million de dollars pour une demi-heure. Je n'invente rien, c'est un fait absolu que personne ne cache. Il a été payé en personne à la banque où il est resté 15 minutes avant de repartir avec un chèque en espèces, si l'on veut. Voilà. Alors, que faire? C'est pourquoi ils en ont très envie. Mais comment peut-on le faire? Eh bien voilà, sois comme Obama. Tu rends des services et dès que tu quittes ce poste, on te verse pour avoir écrit un livre 38 millions de dollars. Quoi, juste pour avoir écrit un livre. Et ce n'est déjà plus 38 comme je l'ai déjà dit, et parce qu'il va faire des films pour HBO encore 12 millions de dollars. Donc c'est normal. Ils ne regardent que personne d'autre, sont très jaloux mais n'agissons pas ainsi. Si Soros ou un autre leur donnait 100 millions de dollars. Donc il faut d'une manière ou d'une autre assurer son avenir. L'une des options, c'est la Russie qui peut les embaucher. Ou bien elle peut envoyer de l'argent en petites coupures, ce qui est impossible autrement, quelque part parce que les autres pays ne peuvent pas le faire. La Russie peut facilement déposer de l'argent liquide où elle veut. 1 milliard. Bon, qu'1 milliard reste là-bas. Tu auras 1 milliard. Eh bien, de temps en temps, on prend un peu là-bas, oui, juste comme ça, oui, et on revient ensuite. Mais ils travaillent pour l'ennemi, non? La Russie ou les Européens? Travaillant pour l'ennemi. Pour eux, l'ennemi, c'est vous et moi. L'ennemi, c'est la populace qui est là, qui réfléchit à quelque chose, qui discute, qui aboie, qui miaule, qui traîne dans les pattes. Mais eux, c'est autre chose là-bas. Le principal propriétaire du New York Times, quand on lui a demandé « Pourquoi ne couvres-tu pas ce qui se passe dans l'Allemagne nazie ?» C'était en 1937 ou 1938. Là-bas, on tue tes frères. Il a répondu. Mes frères, c'est le prince Antel, le baron Antel et le banquier Antel. Mais ces vauriens-là, ce ne sont pas mes frères. Je ne sais même pas qui ils sont. Je ne les aime pas, je les méprise. Il est juif. Le propriétaire du New York Times est juif. Il l'a dit. Et personne ne lui a rien fait pour ça. Si c'est le cas, qui peut faire quelque chose? Liberté d'expression. Il a dit. Voilà, ce sont mes frères. Ce sont des vauriens, ce sont des ordures. Voici mes frères et ceux-là ne le sont pas.